savez quoi? Qu'est-ce que ça vous évoque? Moi, je ne sais pas. Dès qu'on me parle de stratégie, j'ai l'impression qu'on me parle de guerre, de bataille. Pourquoi vous souriez, très cher Pascal? C'est vrai, je sais pas. C'est un ressenti, hein, ça n'engage que moi. Quand on me parle de stratégie, j'ai l'impression qu'on parle de guerre. Vous, ça vous évoque quoi, ici? C'est bien à vous, hein? Easy Kenenga. Donc, stratégie, ça t'évoque quoi? Ok, waouh, ils sont bons là, hein? Le petit jeune derrière, le prénom c'est quoi? Bon appétit, Antoine. Ça fait Amélie, hein, comprendre. On ne parle pas la bouche pleine. Donc, je vais poser la question à celui qui est à côté. Il va t'aider. Stratégie, ça te dit quoi? Non, ça, c'est pas bon compris. J'entends pas. Plus fort. Réfléchis. On revient. Et puis, on a un panel d'experts ici qui va pouvoir t'aider. C'est normal, hein, ne t'inquiète pas. Moi non plus, j'y connais pas grand-chose à la stratégie, n'est-ce pas? Mais en tout cas, moi, c'est vrai que c'est ce ressenti. De toute façon, vous me direz hein, si ça vous évoque quelque chose. Alors, bien sûr, pour faire genre, j'ai été voir mon ami Google, n'est-ce pas? Et il me dit, la stratégie, c'est un ensemble d'actions coordonnées. Donc ici, on n'était pas mal du tout, hein, d'opérations habiles, de manœuvres en vue d'atteindre un but, un objectif. Ou t'es dit ou t'as là. Waouh, t'as regardé mon ami Google avant de venir, c'est ça? Voilà. Alors, ce qu'on va faire, eh ben, on va en parler avec nos experts. Bienvenue à vous. On va commencer par Michel. Pourquoi? Eh bien, parce que Michel est chef de projet chez Vagram pour le label. Alors, comment on prononce le label? WLab. WLab, très bien. Et puis, n'est-ce pas, on est d'accord là-dessus. Tu gères aussi une agence spécialisée en stratégie. Oui. De communication. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, comme beaucoup de gens ici et dans le milieu de la musique, j'ai plusieurs casquettes. C'est ça. Donc, l'une d'entre elles est formatrice, on va dire, à la distribution digitale de musique, justement. Maman. Je sens que je vais sortir de là avec la tête, mais grosse comme une pastèque. Ayant travaillé près de 8 ans chez Believe Digital, justement auprès des artistes, labels et producteurs afro-caribéens, j'ai acquis ces compétences et ces connaissances. Donc du coup, j'en ai profité pour rebondir. Suite à la demande d'ailleurs de beaucoup d'artistes, producteurs, managers qui avaient besoin d'avoir une personne ressource pour avoir ces informations sur la distribution de leur musique, j'ai développé ces sessions de formation via le site, le centre Apax Design, qui est dirigé par Dominique Légitimus. Donc voilà, je propose des sessions de formation. À côté aussi, j'ai, on va dire, une structure d'accompagnement artistique avec des associés où on propose, on va dire, des prestations en 360 dans le sens où moi, je gère la distribution digitale, ma collègue gère tout ce qui est direction artistique et marketing digital, et le troisième est tout ce qui est booking et touring. Et la dernière casquette, et la plus récente, est celle de chef de projet chez Vagram, okay. Donc, où je fais du développement d'artistes en national. Donc la stratégie, elle est un petit peu partout du coup. Elle est partout. Et en effet, entre ces trois casquettes, c'est complémentaire, l'un enrichit l'autre. Enfin voilà. Donc quand je dis que stratégie, ça m'évoque la guerre, est-ce que je suis dans le faux ou... Oui, après le mot guerre est peut-être très fort, mais on est dans une... on est dans une bataille une compétition. On est dans une compétition et parce que comme le disait tout à l'heure Loïc, il y a énormément aujourd'hui, depuis quelques années maintenant, mais avec le développement de la distribution et du streaming digital, énormément de sorties qui se font par jour et il faut pouvoir sortir du lot. Et par quels moyens? Des stratégies plus ou moins ciblées, focusées, etc., etc. Donc du coup, l'artiste qui est émergent, qui veut évoluer, il est obligé de mettre en place une stratégie. L'un ne va pas sans l'autre. Oui, et je dirais même bien en amont de la mise à disposition de son projet, il faut savoir penser aussi ces stratégies, comme on dit, faire un rétro-planning, quoi. Moi, je sais que quand je commence mes formations, je pose souvent la question aux gens, pour vous, qu'est-ce qu'un projet musical? Donc, il y en a qui vont me dire, oui, c'est un album, c'est un single, c'est un EP.
Je dis, moi j'essaye de leur préciser qu'un projet musical, ça se pense déjà en amont de la production même musicale et de la mise à disposition. C'est-à-dire les séances d'enregistrement, tout ce qui va être graphique et visuel, la promotion d'un premier single, est-ce qu'il y aura clip ou pas clip, est-ce que je prévois des prestations, des showcases, des concerts, enfin voilà, c'est tout un tout en fait, un projet musical, c'est pas juste sortir de la musique. Donc, la stratégie fait partie du projet musical ou le projet musical fait partie de la stratégie? C'est pas bien ce genre de question. C'est qui le premier de l'œuf? La stratégie fait partie du projet musical. La stratégie fait partie du projet musical. D'accord. Donc, est-ce qu'on peut, là, proposer une forme de, comment dire, les différentes étapes indispensables pour, pour cette stratégie? Déjà, ma question de base pour cette intervention était comment un artiste peut adapter ses stratégies musicales et de communication à l'univers de son projet. Moi, je poserais aussi la question du pourquoi. Et le pourquoi, c'est la fidélisation et l'engagement. Et comment générer, créer cette fidélisation et engagement? C'est justement en mettant en place... Attends, nous, en cas ça commence à devenir complexe, là. Ça va, vous? Alors, accrochez-vous, hein, n'oubliez pas, prenez des notes. Hein. On y va. Donc, on reprend la question. Hein? Non, mais je vous jure, dès qu'on parle de stratégie, on est d'accord, on a tous la tête qui fume. Bon, à part Pascal, hein, lui, il comprend tout. Mais généralement, quand on parle de stratégie, c'est un peu complexe. Donc, on peut comprendre que vous soyez perdu, mais pas de panique. Hein? Vous serez très cher à disposition cet après-midi pour tous ceux qui aimeraient éclaircir tout ça. Donc, en effet, je ne vais pas en dire trop aujourd'hui, je vais laisser aussi les autres s'exprimer. Mais moi, je disais qu'avant de penser au comment, il faut penser au pourquoi. Il faut que ça ait du sens. Voilà, exactement. Et le pourquoi, c'est la fidélisation et l'engagement. Donc, c'est-à-dire gagner en abonnés, en followers, en auditeurs, etc. Et pourquoi cette fidélisation et engagement? Pour générer aussi des datas. De la data. Voilà. Donc, c'est-à-dire une base de données. C'est ça, avec exactement. Nom, prénom, etc. Okay. À partir de laquelle on peut justement avoir une meilleure visibilité et image de son audience déjà actuelle et comment aller en chercher une autre. Et pour répondre plus précisément à la question, je pense qu'un artiste, pour adapter ses stratégies marketing et de communication, on doit s'appuyer sur ce qu'on appelle aujourd'hui son storytelling. Pour pouvoir, entre guillemets, sortir du lot, il faut... Sa storytelling, c'est quoi? C'est son histoire. C'est comment elle va se présenter à son audience. Exactement. Et comment, oui, en tant qu'artiste, il se présente à son audience. Ça fait le lien avec ce que nous disait Studio Tout Volume. à fait. OK. Exactement. Et le storytelling, il y a différentes manières de le partager. Donc, en fonction justement des datas ressorties sur les différents profils d'audience, on peut avoir, je sais pas, une audience un peu plus adulte sur du Facebook, une audience un peu plus jeune sur du TikTok. Donc, en fonction aussi des médiums que l'on propose, savoir communiquer différemment pour approcher ces audiences à travers ces médiums. Je ne sais pas si ce que je dis est... Non, moi, ça me va très bien. Voilà. C'est super. Alors, donc, du coup, quels seraient pour vous les éléments phares qui feraient la différence, à part le storytelling? C'est ce que vous avez proposé. Est-ce qu'il y a d'autres éléments à mettre en avant sur, Ce que tu évoquais tout à l'heure, c'est la création de contenu, puisqu'on est là-dedans. Hein. Aujourd'hui, un artiste est créateur de contenu, j'allais dire autre que musical. Et dans la création de ces contenus, oui, il faut être créatif, il faut être imaginatif, il faut être assez personnel aussi, ne pas chercher à faire comme ça parce qu'un tel a fait comme ça. Il faut savoir aussi sortir du lot, mais je sais que c'est très compliqué, mais il faut sortir du lot et être authentique. En fait, c'est cette authenticité-là qui fera la différence. Exactement. Et oui, parce que chaque être en est unique et c'est peut-être cette authenticité-là que recherche le public en réalité. Voilà. Et en termes de création de contenu, aujourd'hui, toutes ces plateformes et réseaux sociaux proposent un panel d'outils qui permettent de créer autant des stories, des carousels, des réels. On peut partir aussi en termes de contenu, je sais pas, de backstage, de shooting photo, de making vlogs, etc. Voilà, etc. En fait, c'est vrai qu'il faut avoir cet esprit. J'entendais Chris tout à l'heure qui disait qu'il faisait de la résistance, mais parfois, il faut accepter et ouvrir un peu son esprit à ça. Et c'est vrai qu'il faut penser à tout moment. Enfin, c'est compliqué, hein, j'avoue. Mais moi, je pourrais pas le faire. Mais c'est vrai, imaginons là, par exemple, s'il y a des artistes, ils se prennent en photo. Oui, je suis au Festival Lily. Est-ce que tu as déjà fait la photo pour dire à tes followers, moi je dis suivais, que tu étais au Festival Lily?
Mauvais point. Ça ne peut pas fonctionner. Mais voilà, il peut y avoir différentes opportunités de créer du contenu. C'est ça. Parfois, peut-être certaines plus inutiles que d'autres, mais en tout cas, il faut avoir cet esprit aujourd'hui créatif. On n'a pas trop le choix. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. C'est compliqué. En tout cas, si on veut se développer par le biais du web, voilà, ils vont nous en dire plus. On n'a pas trop le choix. En tout cas, c'est votre point de vue. On respecte ça. Il n'y a pas de souci. Très bien. Merci beaucoup. De toute façon, on vous retrouve tout à l'heure, Michel, pour continuer à aller plus loin. Ne bougez pas. Tariq, vous avez composé... Tariq, voilà, il est là. Yes. Tariq Amish. Donc, vous avez composé, vous avez développé de nouveaux projets avec notamment des artistes comme Sizzla, pour ne pas le nommer, n'est-ce pas? Oui, j'ai eu la chance de composer pour lui. C'est ça, Neg Marron. Et donc, j'imagine que pour faire tout ça, il a fallu mettre en place des stratégies avec ces différents artistes. Alors, pouvez-vous justement partager avec nous à ce sujet, hein, pour compléter justement le propos de Michel en termes de stratégie? Yes. Pour apporter un apport supplémentaire à ce que Michel a déjà dit, moi, je dirais que la stratégie, c'est secondaire. Ce sur quoi moi je mettrai mon focus, ce sont les fondamentaux, c'est-à-dire remettre l'humain au centre de la stratégie digitale. En gros, ce que beaucoup d'artistes essayent de faire aujourd'hui, c'est de s'inspirer du modèle des labels et des maisons de disques des années 1990 à 2010, en se disant on transpose ça à l'ère du numérique. Avant, un artiste faisait un album, il mettait 1 an, 2 ans, 3 ans, même parfois à le faire, et puis il sortait 3 singles dans l'année en mettant le paquet à chaque fois dessus. Ça coûtait très cher. Moi, j'ai démarré à une époque où ça coûtait très cher d'aller en studio, les clips, n'en parlons même pas, etc. Et le problème qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, on essaye de transposer cette méthode à l'ère du numérique. Or, la bataille du web, si on veut la gagner, il faut s'adapter à notre époque. Autrement dit, on peut faire des clips avec des iPhones. On peut sortir un titre par semaine si on a la capacité de le produire. On n'a plus besoin d'aller dépenser, je sais pas moi, 1 000 € dans une journée en studio. On peut s'équiper avec ce même budget-là et produire chaque semaine un titre. Et cette transformation digitale, si on la gère en remettant l'humain au centre de tout, ça change les choses. C'est-à-dire que là où avant, on visait des médias, des décideurs médias, des choses comme ça, aujourd'hui, on peut s'adresser directement auprès de son public. Et je trouve que c'est un avantage. C'est-à-dire que quand avant, on avait un album, on devait attendre l'approbation d'un décideur, ça pouvait être un label, un éditeur, un producteur, ou même simplement un programmateur radio ou autre, aujourd'hui, on peut s'en passer. On peut littéralement s'en passer en se disant, moi, j'ai la capacité, avec les réseaux sociaux, avec YouTube, avec Google même de manière générale, Twitch ou d'autres plateformes, j'ai la capacité d'aller chercher mon public en direct et de lui présenter ce que je fais. Mais ça ne marche pas souvent parce qu'on oublie l'humain. On oublie de s'adresser à des humains. Je vois par exemple certains artistes, si vous les suivez pendant 1 mois, vous pouvez faire des screenshots de leur communication. Ça va être nouveau clip, nouveau single, suivez-moi la famille, abonnez-vous, allez repartager, etc. Il n'y a plus d'humain en fait. On parle à des robots. Or, dès lors qu'on remet l'humain au centre de tout, on a une approche qui est différente. On va créer de l'empathie. Peut-être qu'ils ont justement peur de trop se dévoiler. De toute façon, l'artiste, il a déjà sa musique quelque part qui parle de lui. Et peut-être, je parle sous couvert, moi je ne suis pas artiste. Et peut-être que c'est une façon aussi de ne pas trop en dire. Peut-être c'est un avis. Alors, ça peut être une stratégie. Néanmoins, je ne sais plus quel intervenant l'a dit, mais on peut simplement documenter ce qu'on fait. C'est-à-dire que quand un artiste, même s'il n'aime pas se filmer, se prendre en photo, etc., il a un ami qui l'accompagne, qui lui va prendre des photos, enregistrer, des choses comme ça, ça documente en fait la production d'un disque et les gens sont friands de ça. C'est-à-dire que quand on est fan d'un artiste, et ça peut être un musicien, un acteur, un homme politique ou ce que vous voulez, on a envie de se sentir proche de lui. Donc on veut créer un lien empathique et les réseaux sociaux, tous ces contenus-là, créent justement le lien entre l'artiste et le public. Même quand un artiste n'a pas envie de se dévoiler. Oui, il y a toujours moyen de moyenner. Alors,
Donc, vous travaillez... Excuse-moi, Yemouna, je voudrais juste ajouter, c'est moi. Oui, pardon. Pour compliquer ce que vient de dire Tariq, en fait, aujourd'hui, la subtilité, c'est de faire de la promotion sans que ça paraisse de la promotion. C'est ça qui est le plus... On fait de la pub sans faire de la pub. Donc, nous n'avons pas... Alors, moi, j'ai dit ce que vous avez fait, mais surtout, vous travaillez avec MyMoto, c'est ça? Vous avez plusieurs casquettes, très cher Tariq. Yes, il y a MusiSecure, donc on ne va pas revenir là-dessus parce que c'est vrai qu'on en a parlé l'année dernière. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là l'année dernière, il faut vraiment que vous alliez voir les vidéos qui ont été produites, puisque là, on était sur la structuration notamment du projet. On parlait de projet culturel, etc. Et on a largement parlé de MusiSecure. D'ailleurs, je salue Loïc qui est quelque part. Je crois que vous travaillez ensemble. Donc, on ne va pas revenir sur MusiSecure. Dans cette partie stratégie, c'est peut-être plus MyMotor qu'il faudrait... C'est bien MyMotor qu'on dit. Ouais, en fait, c'est vrai que je ne me suis pas présenté. Voilà, il y a plusieurs casquettes, en fait. J'ai été beatmaker, producteur pendant presque 19 ans. Et j'ai créé plus tard un organisme de formation adossé à une chaîne YouTube. Et le dernier projet qu'on a lancé s'appelle My Mentor Musical, où clairement c'est l'accès à une interface de vidéos d'information. Donc c'est des vidéos enregistrées et on fait de l'accompagnement. Et justement, on aide les artistes, les producteurs à mettre de la clarté dans leurs projets. Parce que on n'en parle pas assez, et c'est sympa de faire le beau derrière une table, mais je sais à quel point c'est très difficile, voire presque impossible pour un artiste de prendre du recul sur son projet. Parce que quand on passe 2 ans, 3 ans, la tête dans le guidon à travailler sur un projet, on l'aime forcément. Et là, je parle à tous les artistes, quand on est en studio et que pendant 8 heures, il y a une boucle qui tourne, même si au départ, on était un peu déçu de ce qu'on avait fait, on finit par aimer son travail. Et du coup, on a vachement de mal à prendre du recul sur le bon angle d'attaque à adopter. Au-delà de la stratégie, on pourra parler de stratégie après, mais c'est surtout le bon angle d'attaque. C'est que j'ai ce projet-là, si je l'amène de cette manière, est-ce que ça ne va pas mieux marcher que si je l'amène de cette manière? Et ce recul-là, on l'apporte par des sessions d'accompagnement parce qu'on va avoir du recul. Et le fait d'accompagner beaucoup d'artistes, on touche à plein d'industries différentes, plein de styles. Il y a des stratégies dans le rock qui ne sont pas utilisées dans l'urbain. Et pourtant, ça marche. Il y a des stratégies dans l'urbain qu'on n'utilise pas dans le reggae. Et le fait de mélanger un petit peu tous les styles, ça nous permet d'avoir une vision globale et d'être dans l'accompagnement bienveillant. Donc ça, c'est votre rôle, en tout cas, avec MyMontor, accompagner, aider l'artiste à prendre du recul. Et si on parlait de la question du ciblage, puisque vous-même, vous avez dit qu'il y a un angle d'attaque, mais on va attaquer qui? Tiens, je parlais de guerre tout à l'heure, donc il faut une cible. On n'est pas trop loin. Donc du coup, justement, parlant de cette question du ciblage, est-ce qu'on doit aller partout, donc notamment sur toutes les plateformes, etc. Ou alors, dans cette stratégie, on va viser quelqu'un, type de public, avec des caractéristiques particulières? C'est une très bonne question. Alors effectivement, il y a une notion en marketing qu'on appelle l'avatar. L'avatar, ça consiste à identifier son fan idéal, c'est-à-dire avoir la capacité de mettre un visage sur le style de fan qu'on retrouve le plus. L'erreur à ne pas faire, c'est de ne s'attacher qu'à des données démographiques. Donc très souvent, quand on parle d'avatar à des artistes, ils vont s'imaginer, ok, mon public, c'est des hommes de 25 à 45 ans qui habitent en Guadeloupe, par exemple, ou autre. Ça peut être un début de piste. La vérité, c'est que l'avatar, il est surtout rattaché à vos valeurs. C'est que, je ne sais pas, si moi, par exemple, j'aime le rap US, la culture américaine de la côte ouest, etc., ça va se ressentir dans ma manière de parler, de m'habiller, dans mes déplacements, dans le genre musical que je vais promouvoir, dans mon flow, dans toutes ces choses-là. Et je pense que l'avatar d'un artiste, son public idéal, il est surtout dans les valeurs que vous partagez avec. Et pour aider à trouver son avatar, parce que ça va être ça la grosse problématique, j'ai tendance à dire qu'il y a un exercice qui est très dur pour les artistes, c'est avoir la capacité de modéliser un autre artiste qui fait un peu ce que vous faites et qui a déjà atteint un public. Si on a la capacité de modéliser un artiste de ce style, je prends un exemple, je fais du reggae en français et j'identifie un artiste qui fait aussi du reggae en français, même si ce qu'il fait, c'est pas exactement ce que je fais, si je vois 60 à 70% de ressemblance, ça va être très intéressant de regarder
la manière dont il interagit avec son public. Il y a des posts qui ont plus de viralité, qui ont plus d'engagement. Il y a des vidéos YouTube. Je sais pas, je vais prendre l'exemple de Chris qui est là. Si je faisais la même chose que lui, j'irais squatter ses vidéos YouTube et je lirais tous les commentaires de son public. Parce que son avatar, si c'est le mien, pour l'atteindre, il faut que je parle comme lui. Donc s'il le définit comme un artiste extraordinairement dynamique qui peut aussi vous toucher sur d'autres morceaux, bah, l'artiste que je vais présenter, je vais le présenter de la même manière. Et pour rejoindre ce que Michel disait, le storytelling, je vais le construire avec des mots, non pas que je vais inventer ou imaginer comme étant impactants, mais avec des mots que le public utilise déjà. Notamment par rapport à ces fameuses valeurs. Exactement, C'est ça. c'est tout à fait ça. Ok, très bien. Merci beaucoup, Tariq. Je t'en prie. Voilà. On va poursuivre justement cette discussion avec Samuel et Léa. Alors vous êtes deux jeunes, plus jeunes en tout cas que ceux qui sont là, originaires de la Guadeloupe, et vous êtes tous les deux directeurs artistiques, c'est ça, chez Universal Music Publishing. Et a priori, hein, vous partagez, enfin vous travaillez énormément avec des jeunes artistes. Alors comme je lis mes notes, hein, Meryl, bravo. Hein. Meryl, yes, Titoff, je connais moins, Kima. Juste une question comme ça et après on rentre dans le vif du sujet. Est-ce que pour vous, justement, ces questions de stratégie sur le digital ou avec le digital, c'est plus facile avec ce type d'artiste, en tout cas nouvelle génération ou pas? Bah oui, c'est plus facile parce que c'est des, comme tu l'as dit, c'est des artistes un peu plus jeunes et qui ont aussi grandi avec les réseaux sociaux comme nous, on a grandi avec les réseaux sociaux. Et ça permet qu'ils aient tout de suite un rapport un peu plus intuitif à ce genre de plateforme, quoi. Donc ils vont pouvoir s'impliquer plus naturellement que quelqu'un, par exemple, comme moi. J'irai pas jusque-là, mais oui, oui, Ça carrément. va, il n'y a pas de C'est problème. intuitif, c'est intuitif en fait. Très bien. Alors, vous travaillez, donc on a dit que vous êtes directeur artistique. Est-ce que vous pouvez applaudir, hein? On va donner leur âge. Quel âge que vous avez? 25 ans, moi. 35 ans. 25. 25 ans, mon Dieu. Et toi? 27 ans. 25, 27 ans, directeur artistique. Et ça s'applaudit. Hey, attention, nous pas à blaguer, mais nous, c'est une blague. Nous pas qu'à blaguer, mais nous, en Guadeloupe, c'est ça. Alors, est-ce que vous pouvez présenter justement ce que fait Universal Music Publishing et vous faites comme si j'avais 5 ans. On est d'accord? Très bien. Donc, si moi je comprends, tout le monde comprendra. Allez-y. Donc, Universal Music Publishing, c'est une maison d'édition. C'est la filiale donc, éditoriale du groupe Universal Music, avec la partie label et tous les labels que ça implique justement. Et nous, c'est plutôt la partie qui bosse avec et qui développe les auteurs, les compositeurs et les éditeurs de musique, en fait. Donc c'est exclusivement les auteurs, c'est ceux qui écrivent les textes et les compositeurs, c'est ceux qui font la musique. Donc c'est uniquement avec ce genre de profil qu'on travaille, nous. D'accord. Pas les interprètes. Pas les interprètes. Très bien. OK. Bon, moi, c'est mort alors. Je sais venir vous voir. Alors, justement, dans cet écosystème du web, quelle est la part de digital dans le plan de com? On est d'accord qu'aujourd'hui, quand on fait une stratégie ou un plan de communication, d'ailleurs, on verra s'il y a une différence ou pas, quelle est la part du digital? Parce que moi, je suis de l'ancienne école. Hein. On a la com traditionnelle, un plan classique avec les radios. On en parlait tout à l'heure, hein, qui faisaient à l'époque la pluie et le beau temps. Mais tu l'as dit tout à l'heure, et bon, on leur a enlevé ce pouvoir-là d'une certaine manière. Donc, quelle est la part du digital dans le développement de ces stratégies marketing, dans ce plan de communication, pardon? Bah déjà, on aura un rapport qui sera moins direct que des producteurs ou des artistes interprètes sur la communication et le marketing. Parce que oui, puisque vous vous adressez aux compositeurs. Directement, on bosse avec des auteurs et des compositeurs qui sont de base des personnes qui sont un peu plus en retrait. Qui sont là en amont de la sortie des titres, des singles, des projets. Et du coup, par contre, quand on travaille avec des auteurs qui sont eux aussi interprètes, surtout quand ils n'ont pas de label,
on va monter aussi cette partie marketing, cette stratégie digitale avec eux, et on aura un vrai apport comme l'aurait un producteur ou un label sur les artistes. Alors justement, on ira avec eux. Est-ce que vous irez plus sur le digital ou plus sur quelque chose de traditionnel, pardon, ou alors on va avoir un mix plus ou moins équilibré, selon vous et votre expérience? Bah, en fait, ça dépend des projets et des profils d'artistes. Nous, on travaille surtout avec des artistes qui sont quand même assez jeunes, donc c'est un élément qu'on est obligé d'intégrer dans la stratégie, en fait. D'accord. Alors, dans ce cadre-là, est-ce que vous allez privilégier dans les projets que vous allez sélectionner, parce qu'on est d'accord qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, privilégier donc un artiste, donc ce sont généralement des jeunes, mais qui sont déjà bien développés, qui ont déjà une communauté, qui ont déjà beaucoup de followers ou de suivants, comme je dirais. Est-ce que ça impacte dans le choix justement des projets ou pas du tout? Pas forcément. En tout cas, pas pour nous. Tout dépend des profils, en vrai. Encore une fois, c'est vraiment du cas par cas. Il y a des compositeurs que j'ai signés dernièrement qui n'avaient pas forcément de présence hyper forte sur les réseaux, mais parce que pour eux, leur corps de métier, c'est pas forcément de parler à un public, mais de parler aux artistes avec lesquels ils veulent bosser, les artistes sur lesquels ils vont placer. Donc, ils auront une stratégie de communication qui sera très ciblée. Ils vont parler de leur musique ou ils vont juste parler en direct avec les artistes. Donc, sur ce point-là, il n'y aura pas forcément de besoin. Mais par contre, sur les artistes aussi interprètes, encore une fois, eux, ils seront beaucoup plus impliqués et nous, on va vraiment être avec eux. Ok. Dernière question, mais bon, j'ai déjà plus ou moins ma réponse qu'on a eue tout au début. On va voir si vous suivez aussi. Nos artistes antillais, du coup, le fait qu'on va utiliser cette stratégie digitale vont être, on va dire, on va pouvoir travailler avec eux et dans les choix proposés, on va se dire, bon, ben là, du coup, c'est encore jouable parce que justement, il y a ce digital ou pas? Enfin, ces plateformes ou tout cet écosystème web qui va pouvoir impulser et favoriser le développement de l'artiste? Bah ouais, carrément. Enfin, aujourd'hui, je pense qu'on est dans un monde où il n'y a plus trop de barrières, justement avec Internet et tout, ce qui pouvait être un ralentissement avant, mais tout le monde est connecté. Aujourd'hui, tout le monde se parle, et peu importe le pays ou la langue, on arrive toujours à communiquer, en fait. Très bien. Est-ce que vous pouvez les applaudir, s'il vous plaît, puisque là, nous terminons Je voudrais le deuxième rajouter- thème. Oui, tu as quelque chose à je ajouter, voudrais pas de rajouter problème. un dernier truc. Je pense que sur le digital, ce qui est le plus important, c'est pas forcément le volume, mais l'impact que les chiffres ont sur la musique ou sur l'artiste. Par exemple, on va avoir des artistes qui n'auront pas forcément des millions et des millions de vues, mais qui auront un fort engagement de leurs audiences, en fait. Du coup, l'audience, ça va se voir sur le nombre de j'aime, par exemple, le nombre le volume du watch time, par exemple, comme il disait tout à l'heure, et la façon dont le public il va répondre dans les commentaires aussi. Et ça, en fait, ça va se traduire par la suite sur des achats, un peu plus de merch qui va être vendu. Et ça, c'est beaucoup plus important Oui, que le juste nombre de volume, j'aime, parce qu'on n'est pas le like nombre de over. followers ou le nombre de vues, en fait. Très bien, merci beaucoup. Et ben, c'est très bien parce que ça nous fait la transition avec le troisième thème. On va les applaudir.